C'est combien le salaire d'un Premier ministre? Le week-end, vous étiez à Monoprix, Carrefour? Bah oui, Monoprix. On vous dit, ça serait bien que vous fassiez votre coming out quand vous arrivez à Matignon. On rentre quand même dans un truc de fou. Vous dites, mais attendez, je suis juste pas homosexuel. Emmanuel Macron, en gros, c'était votre boss. Comment on fait pour ça? C'est un vrai sujet. Sur le 49.3, ce qu'on vous reproche, c'est qu'on dit que c'est pas démocratique. Non, mais c'est pas démocratique. Bonjour, Bonjour. Elisabeth Borne, bienvenue chez Brut. Bah, merci de m'accueillir. Vous publiez un livre, 20 mois à Matignon, où vous revenez sur votre expérience en tant que Premier ministre. Je précise tout de suite, cette interview ne sera pas une interview politique. Moi, je ne suis pas un intervieweur politique. On parlera un peu de politique, mais on parlera surtout de presque le métier. Premier ministre, vous dites, page 133, Premier ministre comme auparavant ministre, je n'ai pas voulu changer mon mode de vie, je n'envisage pas une seconde d'aménager à Matignon, j'entends rentrer chez moi tous les soirs dans un quartier qui me plaît, croiser mes voisins, faire mes courses le week-end. Question très simple en fait, c'est est-ce qu'on peut être Premier ministre et rester au contact avec les gens? Oui, bah, je vous dis, moi j'ai pas voulu occuper l'appartement qui est prévu à Matignon, donc j'ai voulu rentrer chez moi. Continuer à faire mes courses, comme je le dis dans le livre. C'est vrai ? Oui. Le week-end, vous étiez à Monoprix, Carrefour? Oui, Monoprix. Et les gens j'imagine que moi, si je suis en train de faire mes courses et que je vois la Première ministre qui... Non, mais quand je suis en tenue de jogging, que je fais mes courses en rentrant de jogging, je crois que les gens ne se disent pas... Enfin, les gens vous parlent attention. Pas? Si, il y en a qui prêtent attention, mais il y en a beaucoup qui imaginent tellement pas que la Première ministre peut être en jogging en train de faire ses courses que du coup, ils ne vous reconnaissent pas. Voilà. Et vous preniez le métro ou pas, hein? Non. D'accord, effectivement, il y a quand même des choses qu'on ne peut plus ministre, faire. Oui. Premier ministre, compte tenu du dispositif de sécurité, non. Comment on le vit? C'est-à-dire qu'avoir quelqu'un, effectivement, de sécurité à ses côtés en permanence, moi je vivrais mal, par exemple, j'aurais envie de faire des choses tranquillement, quoi. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir occupé des fonctions de ministre avant et d'avoir une équipe que je connaissais qui est restée dans la sécurité, on va dire, rapprochée. Vous avez une sécurité qui est beaucoup plus importante, mais les gens que vous voyez au plus proche de vous, bah c'est par exemple l'un des officiers de sécurité qui est avec moi, il est avec moi depuis 7 ans. Bon, donc du coup, bon, je les voyais un peu plus, mais c'est des gens voilà, avec qui on a une relation de confiance. Dans l'extrait que j'ai lu, vous parlez de vos voisins. Ils font quoi, vos voisins, dans la vie? Ils font comme monsieur et madame tout le monde, en fait. Ils sont, pour certains, retraités, pour d'autres, je crois qu'il y a un monsieur qui travaille dans la climatisation. Voilà. Donc je suis dans un quartier qui n'est pas spécialement bourgeois, en fait. D'accord. Et vos voisins vous connaissent? C'est de la pure curiosité. Hein. Oui, moi, quand la Première ministre parle des voisins, je me dis, mais vous faites les fêtes des voisins? Comment ça se passe, en fait? Non, mais mes voisins, je les connaissais avant et on a continué à se croiser pendant et on continue à se croiser maintenant. Est-ce que les gens... Et dans mon quartier, non, mais les gens... Enfin, voilà, moi, je connais bien tous les commerçants, les caissières du Monoprix, voilà. Est-ce que les gens changent de comportement à votre égard une fois que vous êtes nommé Premier ministre? Mes voisins, non. Mes amis, non. Non. Après, évidemment, les gens qui ne vous connaissent pas, qui vous croisent dans la rue, mon Dieu, la Première ministre, hein, voilà. Et ils peuvent être surpris quand vous allez au ciné, de se dire, tiens, Première ministre, ça va au ciné? Ben oui, ça va au ciné. Ouais. Vous allez au cinéma? Oui. Souvent? Oui, à peu près 1 fois par semaine, oui. Ah oui? Non, mais je vous dis, j'ai besoin quand même de déconnecter. Enfin, j'avais besoin de déconnecter. Oui, non, si on lit votre livre, vous faites votre jogging tous les dimanches, donc voilà. Vous allez au cinéma 1 fois par semaine, vous faites vos courses le week-end. J'ai presque du mal à le croire. Mais non, mais je pense que... Enfin, c'est une fonction dans laquelle... Enfin, moi, je pense qu'il faut incarner la fonction, évidemment, qui est extrêmement prenante, mais c'est important de garder quelques ancres personnelles qui sont ce que vous êtes profondément. On peut avoir une vie de couple, une vie familiale quand on est Premier ministre? En fait, vous avez beaucoup moins de temps. Mais peut-être mon parcours fait que quand je rentre chez moi, quand je prends le samedi pour être avec mes proches, j'arrive à déconnecter, bon, tout en se disant qu'il y a le téléphone qui n'est pas loin et que s'il se passe quelque chose, évidemment, il faudra se reconnecter. Mais je pense que j'ai pris l'habitude de pouvoir me consacrer pleinement à mes proches quand j'ai le temps de le faire, y compris dans des fonctions qui sont très très prenantes.
il n'y a pas un regret de votre part sur la vie privée que vous n'avez pas forcément eu au maximum pendant ces années? Mon fils est grand, vous voyez, mais par exemple, quand il était petit, il avait 5 ans quand je suis rentrée comme conseillère à Matignon, il avait 10 ans quand j'en suis sortie. Et c'est sûr que j'ai passé moins de temps avec lui que ce que j'aurais pu souhaiter. Je voudrais revenir sur les avantages des anciens premiers ministres. En termes de retraite, il n'y a rien. Vous n'avez pas un statut particulier. Mais il y a 2-3 éléments dont vous bénéficiez. Quand vous êtes ministre ou Premier ministre, vous n'avez pas de chômage et vous pouvez toucher votre rémunération jusqu'à 3 mois. D'accord. Il se trouve que moi, n'étant plus Premier ministre, je suis redevenu député au bout d'un mois. Donc le mois en question, j'ai touché ma rémunération de Premier ministre et puis après j'ai... C'est combien le salaire d'un Premier ministre? En fait, c'est compliqué parce que vous avez la feuille de paye qui fait le prélèvement à la source entre-temps. C'est 12 000 euros, je crois, à peu près. Brut? Net. Net. Vous n'avez pas une voiture avec chauffeur à vie? En fait, vous avez une sécurité à vie qui effectivement inclut le fait d'avoir une voiture et un chauffeur. Protection policière à vie, un secrétaire particulier. C'est pas vraiment un avantage, vous voyez. C'est simplement que vous avez été exposé, que parfois vous avez pu porter des réformes ou prendre des décisions qui ne sont pas appréciées et que du coup vous avez besoin d'avoir une protection policière. Vous écrivez page 315, « J'ai le sentiment que trop souvent nos élites ne connaissent pas notre pays et ne laissent pas beaucoup de place à ceux qui ne leur ressemblent pas. » Vous connaissez le pays, la France? Vous avez l'impression de le connaître, de connaître les gens, de les comprendre? Il se trouve que, vous voyez, mon histoire fait que j'ai plutôt galéré quand j'étais jeune. Mon père est décédé quand j'étais jeune, ma mère s'est retrouvée sans revenu, donc elle a fait des petits boulots elle-même. Et puis moi, pour payer mes études, je faisais des petits boulots. Du coup, je crois pouvoir mesurer ce que vivent beaucoup de Françaises et de Français, et y compris, vous voyez, dans mon enfance, comme mes parents avaient une petite entreprise qui n'allait pas très bien, le stress d'avoir des factures qui s'empilent sur la table de l'entrée, je vois ce que ça veut dire en fait. J'entends ce que vous dites, vous avez vécu ça, mais le temps a passé. Est-ce que vous pensez comprendre les gens aujourd'hui? En fait, je vais au maximum discuter avec les gens, moi ça me paraît très important, et vous avez des moments forts comme les campagnes électorales, mais où là vous êtes sur les marchés, vous faites des porte-à-porte, mais je pense que c'est essentiel de le faire régulièrement, et quand vous êtes député, vous retournez de toute façon régulièrement dans votre circonscription pour comprendre qu'est-ce qui peut... moi je suis très interpellé par le vote extrême qui monte dans notre pays. Quand vous dites le vote extrême, c'est Rassemblement National? Oui. C'est aussi LFI? Oui, pour moi LFI c'est une forme d'extrémisme aussi, mais je ne les mets pas sur le même plan. Mais en tout cas, voilà, c'est important de comprendre pourquoi des gens se mettent à voter Rassemblement National, et ça, vous avez besoin de discuter avec ceux que vous croisez, je vous le dis, sur les marchés, dans les vides-greniers, dans le porte-à-porte, pour comprendre quelles sont les motivations et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Ce que je dis dans le livre aussi, c'est que, vous voyez, quand vous êtes... moi, j'étais chef d'entreprise avant d'être nommé ministre. Quand vous prenez une décision, vous êtes certain qu'elle s'applique. Et quand vous portez des réformes en tant que ministre ou Premier ministre, il y a toute une chaîne pour que ça se traduise dans la vie quotidienne des gens. Et si tout le monde n'est pas attentif à ce que vous avez, à ce que l'annonce se traduise dans la réalité, les gens ne voient pas leur quotidien changer. Et je pense que c'est dramatique parce que du coup, ils ne croient plus ce qu'on annonce. Par exemple, il y a beaucoup de Français qui ont du mal à avoir un médecin, à accéder à un médecin. Donc, on s'est dit, il y a d'autres professionnels de santé qui peuvent peut-être rendre des services à nos concitoyens. Et j'ai annoncé en septembre 2023 qu'il n'y aurait plus besoin d'aller chez le médecin si vous avez une angine ou une cystite, que votre pharmacien peut faire un test et vous prescrire directement les médicaments. Bon, dans mon esprit, une fois que vous avez annoncé ça, vous dites le ministère de la Santé se met en marche et dans un mois, c'est fait. Et j'ai découvert que le décret
qui rend ça possible a été pris en juin. Et je pense que derrière, il doit y avoir une circulaire qui doit être envoyée. Peut-être qu'il faut une délibération de l'ordre des pharmaciens. Et à la fin, les gens ont l'impression que vous faites des annonces et que leur quotidien ne change pas. Et je pense qu'effectivement, ça décrédibilise la parole politique. Forcément, les Françaises et les Français n'imaginent pas qu'il y a toute cette chaîne qui se grippe, où il y a des tas de grains de sable, et ils se disent, ils nous annoncent des trucs et il ne se passe rien. Et ça, on peut travailler là-dessus ou... Ah ben, je pense qu'il est impératif de travailler là-dessus. Mais vous voyez, après ça, moi, je suis pas en train de dire c'est de la faute de Pierre-Paul ou Jacques. Je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui coince. Alors souvent, vous voyez, par exemple, il se trouve que quand il faut un décret, maintenant on a mis beaucoup d'organismes à consulter avant de prendre le décret. Alors peut-être qu'il y a un embouteillage à cet endroit-là, mais simplement, à la fin, c'est insupportable dans la vie des gens. Moi, dans les discussions, vous savez, que j'ai pu avoir sur les marchés, à la fin, ils disent... quand vous leur dites, mais qu'est-ce qu'ils vous propose le Rassemblement national pour améliorer votre vie? Ils disent, les personnes vous répondent souvent, on ne les a pas essayés. Bon, d'accord, alors on leur dit, on n'a pas non plus essayé de se tirer une balle dans la tête et on n'a pas du tout envie d'essayer. On essaie de respirer et de dire ça le plus gentiment possible. Mais du coup, voilà, finalement, on nous reproche de ne pas tenir la promesse que doit tenir un responsable politique, c'est régler les problèmes des gens, améliorer le quotidien des gens. Et c'est, je vous dis, toute une chaîne qui ne fonctionne pas bien et qu'il faut absolument améliorer. Vous écrivez dans votre livre, page 214, « Nous avions assisté avec les Gilets jaunes à des scènes assez irréelles ». Ça m'a frappé l'emploi du terme « irréel ». Parce que je trouve que ça dit plus sur vous que sur eux. C'est-à-dire irréel dans le sens où vous ne comprenez pas cette réalité-là, mais peut-être que moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris, j'ai trouvé ça... Non, c'est la violence dont je parle là. Ouais. Enfin, vous voyez, moi, j'ai été assez surprise. Ça vous a surpris, les Gilets jaunes? Alors, je pense que ça a quand même surpris tout le monde dans un mouvement qui s'est finalement constitué à partir des réseaux sociaux. C'était la première fois qu'on avait ça dans notre pays. Quand j'emploie le terme d'irréel, et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il y a eu des actes de violence importants. Alors je sais que les Gilets jaunes considèrent qu'il y a eu de la violence aussi dans le maintien de l'ordre, mais par exemple, moi j'avais été un peu choquée par le fait que des Gilets jaunes avaient mis le feu à un bâtiment à côté d'une barrière de péage d'autoroute où il y avait des salariés. Et enfin, c'est grave quand même. C'est des gens qui sont en colère. Oui, c'est des gens qui sont en colère. Vous la comprenez, cette colère? Alors moi, je comprends, et je suis élu d'une circonscription rurale, et je comprends parfaitement que quand vous habitez dans une petite ville, un petit bourg, vous ayez le sentiment de ne pas avoir les mêmes chances que quand vous êtes dans une grande ville. Et c'est quelque chose qui est assez spécifique à notre pays. Vous voyez, le fait que la désindustrialisation a été beaucoup plus violente que chez nos voisins. Par exemple, vous voyez, l'Italie a gardé de l'industrie. Je vous parle de l'industrie parce que les emplois de qualité que vous pouvez avoir en dehors des grandes villes, c'était beaucoup les emplois industriels. Bon, quand on a désindustrialisé, comme ça s'est passé en France, vous avez des territoires qui sont dévastés, donc dans lesquels les gens doivent faire des kilomètres pour aller trouver, pour leur métier, que les enfants ont beaucoup moins de choix sur les filières de formation qui vont suivre, que beaucoup de jeunes qui évidemment n'ont pas le permis, n'ont pas de voiture, finalement ils doivent aller au lycée professionnel qui est à côté et il n'y a pas la filière qui les fait rêver. Et donc, du coup, oui, je peux comprendre qu'on se dise on a moins de chance qu'ailleurs. Vous le dites dans votre livre, dès votre nomination, vous pouvez penser que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc le but, c'est un peu de durée, et donc il y a une sorte de difficulté à penser de long terme. Est-ce que c'est une des dimensions qui aujourd'hui, qui est un peu dans une impasse en termes de politique, c'est qu'on ne pense pas le long terme parce qu'on pense surtout à être réélu? Je pense que chacun vit ça avec son tempérament. Vous voyez, moi, quand j'ai par exemple fait le travail de la planification écologique, j'espère bien que les successeurs le garderont.
mais c'est une feuille de route pour 2030 et 2050. Et je pense qu'il faut évidemment penser le long terme. Cette frénésie à faire des textes de loi qu'on peut voir chez certains ministres. Sur l'immigration, par exemple. Par exemple. Au hasard. Au hasard. C'est de se dire que finalement, comme on n'est pas là forcément pour très longtemps, on marque son passage en faisant une loi. Et c'est évidemment pas la meilleure façon, parce que de toute façon, il y a déjà des tas de lois qui ont été votées, qui ne s'appliquent pas, dont les décrets, les textes d'application ne sont pas pris. Et donc il faudrait mieux qu'on se retrousse les manches et qu'on essaye déjà de faire fonctionner les textes qui ont été votés, plutôt que de vouloir marquer son passage par une loi. Là, c'est une autre dimension. C'est-à-dire que ce que vous dites, en fait, c'est le problème de l'ego. C'est-à-dire que les dirigeants ont un ego, ils veulent exister à travers une loi. Est-ce que c'est un problème masculin? Est-ce que c'est parce que c'est des dirigeants politiques masculins qui ont un ego plus grand que si c'était des femmes et qui, du coup, veulent instaurer leur loi? Alors, je ne voudrais pas condamner tous les hommes par principe, mais je crois quand même que les hommes, sans doute par leur éducation, ont plus tendance à vouloir se mettre en avant que les femmes. Et que les femmes, elles ont l'habitude, elles ont davantage la préoccupation et l'habitude de gérer le quotidien. Et du coup, c'est important d'avoir une classe politique équilibrée. D'abord, j'espère quand même que les mentalités évoluent. Ce qui me soucie, si je vous parle très franchement, c'est que je ne suis pas bien sûr que ça évolue que dans le bon sens. Dans la société en général ou dans la politique en particulier? Dans la société en général. Ah oui? Je trouve qu'on... vous voyez, je vous cite un exemple. Moi, il se trouve que j'ai fait une école d'ingénieur. Il y avait très peu de filles quand je suis rentré à Polytechnique. Quelque part, les garçons étaient contents de voir arriver des filles. Ils trouvaient que c'était nouveau, que c'était sympa. Je trouve que c'est peut-être les réseaux sociaux, les images qui mettent des codes masculins en avant, l'inquiétude qu'on prenne leur place. Et je trouve que c'est plus dur aujourd'hui pour les filles qui s'engagent dans des filières scientifiques, dans des filières d'ingénieurs, que ça l'était à mon époque. Donc, faut pas s'illusionner en pensant que il faut juste attendre que ça s'arrange et que ça va s'arranger gentiment. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh bien, je pense qu'il faut... moi, je crois par exemple, vous savez, au coaching. Quand vous recrutez, moi, quand j'ai dirigé une entreprise, que vous cherchez à recruter quelqu'un, vous recevez des CV d'hommes, vous dites, non, mon gars, t'as pas du tout les qualités pour tenir ce poste. Et puis vous dites, tiens, je me souviens de cette femme que j'avais croisée qui était formidable. Vous l'appelez, vous lui dites, vous voudriez pas être candidate? Elle dit, attendez, vous savez, je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à faire que les femmes aient plus confiance en elles et que ça passe sans doute par du mentorat, par du mentorat, j'y crois beaucoup. Page 89, vous dites, je ne suis pas un tribun. Je vais vous parler franchement, je vous le confirme, mais est-ce que c'est un problème? En fait, je pense que ça pourrait ne pas l'être. Parce que vous voyez, je pense que on évoquait la montée du Rassemblement national. Je pense qu'à la fin, ce que les Français attendent, ce qui leur fait perdre confiance dans la politique, c'est sans doute pas que les hommes politiques s'expriment mal, c'est que ça change pas. Et donc, du coup, je pense que si on a des responsables politiques qui sont plus attachés à agir, à transformer, à améliorer le quotidien des Français, ça se passera mieux. Je voudrais bien qu'on s'intéresse à votre rapport aux médias. Je parlais avec Gilles Boulot la dernière fois. Gilles Boulot qui présente le 20h de TF1. Est-ce que vous dînez avec des politiques? Je n'ai jamais dîné de ma vie avec un politique. Jamais. Je ne tutoie aucun politique et je déjeune de temps en temps avec des politiques, pratiquement jamais seul, avec le responsable du service politique ici, avec le directeur de l'info, avec mon patron. Vous dînez avec les journalistes? Non. Pourquoi? J'ai fait des déjeuners de presse comme on fait. Non, mais je pense qu'à un moment donné... Le distinguo qu'on comprenne bien, c'est que le déjeuner, disons, c'est plus d'ordre professionnel avec des gens autour. Oui. Non, mais je pense que quelque part, pour qu'un journaliste fasse bien son métier, il faut pas qu'il soit... on n'est pas entre amis, en fait. Chacun fait son métier. Et la frontière, vous la trouvez pas poreuse? Elle peut l'être. Elle peut l'être. Des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a même des relations amoureuses. Absolument. C'est un problème pour vous ou pas? Je pense que c'est important que le monde politique
enfin, que les journalistes soient suffisamment à distance du monde politique pour faire de façon professionnelle leur métier. Vous racontez, après les législatives 2022, vous proposez votre démission à Emmanuel Macron et vous dites qu'il la refuse et qui, je cite, le fait savoir officieusement. Comment on fait savoir les choses officieusement? On a des conseillers qui parlent aux médias. Donc, c'est-à-dire, c'est des conseillers qui passent un coup de fil et qui disent à tel ou tel média, je te dis ça, mais tu dis que c'est une source proche du pouvoir, etc., etc. C'est quelque chose comme ça, oui. Parce qu'il y a une sorte de double discours, c'est-à-dire que souvent les hommes politiques critiquent les médias, mais ils en jouent aussi, la preuve, ils en jouent même officieusement. Et ces rapports entre dirigeants politiques, disons, et médias, ils ne sont pas très clairs, j'ai le sentiment. Je pense qu'on pourrait progresser, vous savez. Je pense que... je ne suis pas une spécialiste des médias partout dans le monde, mais par exemple, il me semble qu'aux États-Unis, il y a un compte-rendu régulier de l'action du président des États-Unis. Ben, c'est peut-être pas idiot de se dire on est transparent, on ne fait pas des off. Du coup, il n'y a pas des conseillers dont la spécialité est de passer des off en faisant comme s'ils avaient des informations que les autres n'ont pas. Et les journalistes ne prennent pas des off d'un gars qui peut-être ne sait rien et essaye de se rendre intéressant. Donc je pense qu'on aurait une communication un peu plus transparente, professionnelle. Sans doute, ça éviterait qu'il y ait des buzz dans tous les sens, des petites piques des uns et des autres, et que ça permettrait de consacrer son énergie à des choses utiles. Toujours sur Emmanuel Macron, je n'attends pas de vous que vous disiez du mal d'Emmanuel Macron, je sais que vous ne le ferez pas. Mais vous dites dans votre livre, vous l'écrivez, qu'il a promis plusieurs fois à Gérald Darmanin votre poste, et que vous l'avez appris. Comment vous l'avez appris? Joker. Bon, c'est votre réponse. Je sais que si j'insiste, vous ne changerez pas de réponse. J'insiste pas alors. Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron, effectivement, j'ai regardé, page 22, vous dites qu'il n'est pas très poreux au Conseil. J'ai bien aimé l'expression. Vous parlez d'une différence de tempérament, page 206. Comment on fait pour... parce que Emmanuel Macron, si je mets ça dans le cadre de l'entreprise, en gros, c'était votre boss. Comment on fait pour... C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Quelle est la relation entre le président de la République et le Premier ministre dans la Ve République? Comment vous la qualifieriez? Non, mais si vous lisez la Constitution, il y a un Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être eu des réformes constitutionnelles qui fait qu'on ne sait plus très bien quel est le rôle de l'un et de l'autre. Alors, dans votre livre, vous dites que même dans vos déplacements, en fait, il y a une nuée de journalistes qui vous suivent et que ça vous empêche finalement d'être en contact direct avec les gens. En fait, c'est l'expérience que j'ai eue parce que j'étais en campagne pour les législatives quand j'ai été nommé Premier ministre. Et tant que vous êtes ministre, vous pouvez aller sur les marchés, parler aux gens. Et du jour où j'ai été nommé Premier ministre, tout d'un coup, vous avez un dispositif de sécurité qui est plus important, et puis vous avez des perches, des micros, des journalistes. Vous ne pouvez tout simplement plus arriver à discuter comme vous avez besoin de le faire. Et puis il faut faire attention à ce que vous dites, parce que des fois une phrase vous échappe et il y a un micro qui la capte. Oui, j'ai eu une bonne expérience. Peut-être qu'on peut la raconter brièvement. Je la raconte dans le livre. J'avais décidé pour la première séance de l'Assemblée nationale où je présente ce qu'on appelle la déclaration de politique générale, de me rendre à pied de Matignon à l'Assemblée nationale. Et j'ai pas fait attention. Et vous avez des questions complètement convenues des journalistes. Vous êtes contente d'être là, vous êtes stressée. Et à la fin, c'est un peu lassant. Et je me suis tournée vers un de mes ministres pour lui dire on passe notre temps à répondre à des questions cons. Et il y avait évidemment une perche. Mais ça dit quelque chose quand même. Est-ce qu'on peut être Premier ministre ou Premier ministre et rester soi? Ou est-ce qu'il faut se contrôler en permanence? Ce qui empêche d'être soi. Parce que, par exemple, je vais être franc avec vous, là, c'est la première fois qu'on se rencontre, évidemment, je vous parle, et l'image que vous me renvoyez est radicalement différente de l'image que j'avais de vous à travers les médias quand je vous ai vu Premier ministre. Est-ce que vous avez été vous-même en étant Premier ministre? En fait, il y a quelque chose de... intimement, oui. Ensuite, quand vous vous exprimez dans les médias, il y a une fonction.
Et je pense que comme Première ministre, je ne me serais pas exprimée dans les médias comme je suis en train de le faire. D'accord. Parce que pour vous, c'est une sorte de responsabilité quelque part. Oui, oui. Vous parlez des réseaux sociaux dans votre livre à quelques reprises. Page 321, vous dites « Les jeunes consultent des médias et des réseaux sociaux qui leur donnent une image déformée de la politique ». C'est-à-dire ? J'ai été traumatisé par l'expérience des jeunes qui suivent Jordan Bardella sur TikTok. Voilà. Parce que moi, enfin, vous voyez, je pense que les vidéos qui sont postées, dans lesquelles ils racontent je marche, je mange, j'ai faim. Bon, du coup, on a l'impression qu'il est hyper proche de vous. Et malheureusement, il y a des jeunes qui votent pour lui après. Donc du coup, redire que le sens de la politique, c'est pas qu'on ait un gars qui a l'air d'être sympa et qui est votre copain et qui mange comme vous et qui marche comme vous, mais que ce qu'on attend d'un responsable politique, c'est qu'il fasse preuve d'empathie et qu'il comprenne votre situation, mais qu'il ait aussi des réponses sérieuses à apporter. Voilà, je me dis qu'il y a quelque chose qu'il faut remettre à sa place. C'est que François Hollande le fait. Il n'y a pas de Jordan Bardella. J'ai vu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Jordan Bardella, c'est les premiers exemples qui viennent, mais moi j'ai vu François Hollande... promener son chien. Ouais, ou boire un café. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut quand même qu'on redise... Enfin, moi, je crois à l'intelligence de chacun. Et je pense que peut-être qu'il faut davantage prendre de temps pour expliquer qu'est-ce qu'on attend d'un responsable politique. Et oui, il faut qu'on fasse très attention à l'image qu'on peut avoir d'être déconnecté de ce que vivent les gens, que manifestement le Rassemblement national arrive gère mieux que d'autres partis. Mais je pense qu'il faut qu'on redise quand même qu'on attend d'un responsable politique qui comprenne votre situation, mais qu'il apporte des réponses sérieuses. Voilà. Page 138 dans votre livre, vous dites « Sur les réseaux sociaux, je préfère ne pas lire les commentaires sous mes tweets, j'essaye de me protéger ». Ça vous touche, les commentaires sur les réseaux sociaux? C'est extrêmement violent en fait. Voilà. Donc du coup, je préfère pas lire en fait. Mais on peut imaginer, compte tenu de votre expérience, comme vous le dites, vous avez été Première ministre, mais avant vous avez été préfète, vous avez dirigé des grandes entreprises. Et malgré ça, un commentaire sur un réseau social peut vous toucher? Franchement, vous en avez qui sont très injurieux. Voilà, vous pouvez, compte tenu de mon histoire, avoir y compris des messages antisémites. Enfin voilà. Je pense qu'on a mieux à faire que de lire les gens qui déversent de la haine sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous parlez de votre qualificatif Madame 49.3. Est-ce que vous avez des regrets, notamment dans l'usage du 49.3, qui a pu être mal perçu? En fait, j'ai le regret, évidemment, qu'il y ait eu cette caricature, parce que les oppositions qui sont au Parlement savent très bien qu'on peut donner l'impression qu'on fait des 49.3 en permanence. Il se trouve que pour voter un budget, il faut 10 votes, et que si les oppositions votent systématiquement contre, ça fait 10 49.3. On dit elle fait tout le temps recours au 49.3. Oui, d'accord, on est en train de parler du même texte. C'est toujours le budget dont il s'agit. Bon, donc évidemment, c'est pas agréable, alors que dans le même temps, il y a plus de 60 textes sur lesquels on a fait ce à quoi je crois profondément, d'aller construire des majorités avec les uns et les autres pour faire voter des textes. Sur le 49.3, ce qu'on vous reproche, c'est qu'on dit que c'est pas démocratique. Non, mais c'est pas démocratique. Ce qui est très clair, c'est que ne pas avoir de budget pour le pays, c'est une catastrophe. Donc, quand les oppositions ne veulent pas voter de budget, on fait quoi? Et la Constitution, elle a prévu cet outil. Chez nos voisins, il y a quelque chose que je trouve intéressant, qui est alors des motions de censure constructives, et que quand vous êtes contre le budget, vous ne pouvez pas simplement dire « votre budget, j'en veux pas », vous devez proposer un budget alternatif. Peut-être que le débat serait intéressant si on introduisait ce genre de disposition chez nous. Donc des regrets, des erreurs pour vous, dans votre pratique Des regrets,
enfin moi il y a des sujets dont vous aurez compris qui me tiennent à cœur, comme la transition écologique, comme l'égalité des chances. C'est sûr que on va pas dire qu'on a réglé le sujet, et que j'aurais volontiers continué à agir, et que je voudrais de toute façon, et que je suis déterminé à continuer à agir sur ces sujets. Les regrets, c'est aussi tout le temps que vous passez précisément à faire des motions de censure, à gérer des compromis avec les uns et les autres, et peut-être le peu de temps que vous avez pour agir concrètement pour les Français. Et un regret, c'est de peut-être pas avoir eu le temps de porter la transformation dont je pense qu'elle est indispensable pour que la parole se transforme en acte. Vous l'avez déjà dit, mais je pense que tout le monde ne l'a pas forcément encore vu, cet épisode un peu lunaire où on vous dit ça serait bien que vous fassiez votre coming out quand vous arrivez à Matignon, et vous dites pourquoi pas, mais je ne suis pas homosexuel. Comment ça s'est passé quand même? Parce que c'est quand même bizarre. Ah non, mais en fait, je ne sais pas, c'est une rumeur qui a dû être propagée par certains de ces conseillers dont on parlait tout à l'heure. Et là, vous êtes complètement enfermé dans un truc que vous n'arrivez pas à arrêter. Je vous dis, le truc que je n'ai pas compris, c'est qu'on se dit, mais si j'étais homosexuel, je le dirais. Il n'y a pas de problème. Enfin, j'en ai heureusement dans une société, c'est pas le cas de tous les jeunes. Et j'étais dans une association qui accueille des jeunes qui sont, oui, virés de chez eux parce qu'ils sont homosexuels. Mais en général, les responsables politiques, ça dérange personne qui disent qu'ils sont homosexuels. Et donc, du coup, on rentre quand même dans un truc de fou. Vous dites, mais attendez, je suis juste pas homosexuel. Donc, je vais pas vous le dire juste pour vous faire plaisir. Et si je l'étais, je le dirais, mais vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de ce truc. Vous dites, page 16, à titre personnel, ces 20 mois auront été très durs. Et pourtant, là, vous voulez diriger le parti Renaissance, vous voulez continuer en politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est là aussi sans doute mon parcours. Vous voyez, finalement... moi, je souhaite que les jeunes puissent tous se dire que quand on a un père qui est arrivé en tant qu'apatride, une mère qui s'est retrouvée sans revenu, on peut devenir Premier ministre, et qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de rendre à mon pays ce qu'il m'a donné, et que vous aurez compris que j'ai peut-être mon idée sur la façon dont il faut faire de la politique, que je ne suis pas sûr que tout le monde fasse de la politique pour... agir dans l'intérêt de son pays, et que j'ai pas envie de laisser la place à ceux qui auraient une autre vision que moi. Voilà.